Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette masterclass qui est un petit peu spéciale autour de la matrice Datalogy. Et je suis donc Florence Axel, la CEO de Datalogy, l'agence qui accélère l'adoption des enjeux data et IA. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est pas de vous vendre un modèle théorique de plus, hein, c'est essayer de vous partager un cadre simple, surtout hyper concret, qu'on a construit après 3 ans sur le terrain, puisqu'on existe depuis 3 ans, des dizaines de missions, 60 interviews d'acteurs data clés et puis surtout beaucoup de situations parfois cocasses, parfois frustrantes, mais toujours pleines d'enseignements. Et on est d'accord que dans ce monde où tout se crée sous nos yeux, rien ne vaut les retours d'expérience de ceux qui ont déjà expérimenté et testé. Alors on le sait tous, votre plus grand défi à tous, il n'est pas techno, en tout cas pas seulement, il est surtout humain. On est souvent super bien équipé côté techno et puis des fois ça cale un petit peu côté adoption. Alors, on va essayer de rentrer dans le concret ensemble. Et d'ailleurs, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on essaiera soit d'y répondre au fil de l'eau, soit à la fin de cette session. Allez, on démarre tout de suite, on rentre dans le concret ensemble. Et pour ça, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Charlotte Ledoux. C'est une experte de la data governance qui va nous apporter un éclairage précieux. Charlotte, elle accompagne des grands groupes pour faire de la gouvernance un vrai levier d'adoption. Peut-être que tu veux te présenter en quelques mots, chère Charlotte. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, très rapidement, moi, j'interviens effectivement en freelance chez différents clients et depuis 2 ans, on va dire très spécifiquement sur la partie data gouvernance et data stratégie. Et puis avant ça, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans différents cabinets de conseil où j'étais déjà sur ces sujets-là aussi. Mais c'est vrai que là, depuis 2 ans, je sens que ça s'amplifie, on va dire. Il y a des besoins, il y a des besoins. On ne parle de Voilà. data gouvernance partout. Ouais. Tip top. Allez, on est parti. Voilà, ça c'est quelques-unes des références pour lesquelles on a pu travailler. Pourquoi est-ce qu'on a créé cette matrice? C'est une bonne question. Souvent, quand on parle d'adoption, on va penser outils, on pense stack technique, voilà, on pense techno. Mais au final, c'est jamais la techno qui bloque. En tout cas, le plus souvent, c'est plutôt les humains, par manque de lisibilité, manque de sens, manque d'appropriation. Et nous, on a essayé de prendre du recul et un petit peu de faire le bilan de toutes les missions sur lesquelles on était intervenu pour essayer d'identifier pourquoi certains projets prennent, d'autres pas, et comment est-ce qu'on peut identifier les vrais leviers. Comment est-ce qu'on peut réussir à passer d'une adhésion qui soit individuelle à une adoption qui soit un petit peu plus Est-ce collective? que tu as, Oui. Ah, je crois qu'il y a un petit micro qui est ouvert. D'où la matrice qu'on a donc mise au point qui adresse 4 piliers humains et 4 niveaux de maturité. Vous allez voir une grille qui est assez simple et qui permet de se situer, de savoir où est-ce que vous en êtes et puis surtout où est-ce que vous pouvez aller. Ce que je te propose, Charlotte, à chaque fois, c'est qu'on fasse des petits parallèles justement avec les sujets de gouvernance. Est-ce que tu le vois aussi autour des sujets de gouvernance que souvent, c'est pas la règle écrite qui coince, mais c'est la vie qui va autour? Si on essaie de trouver une phrase pour Ouais, l'expliquer. exactement. Tout à fait. C'est vrai que c'est, on va dire, relativement simple de mettre en place, enfin, d'écrire déjà les règles, les grands principes, on va dire tout le framework de gouvernance. Par contre, c'est vrai que ce qui coince, c'est vraiment l'exécution, l'opérationnalisation concrète de ces règles. C'est vraiment là que ça coince et que je reçois effectivement beaucoup de questions sur ces points-là. Très bien. Et ben voilà, nous on a essayé de monter une sorte donc de matrice. La voici révélée pour vous. Il y a 4 niveaux de maturité, un, 2, 3, 4. Il y a 4 sujets et en fait on va descendre avec Charlotte chacun de ces 4 piliers et on va profiter, vous allez voir, de ces retours d'expérience extrêmement précieux autour des différentes thématiques. On va commencer par la pédagogie, c'est souvent le premier réflexe. En général, en tout cas, tu viens de nous raconter, toi, Charlotte, ce que tu vas chez tes clients, mais en tout cas de notre côté, en général, la première chose à laquelle on pense pour développer l'adoption, c'est la pédagogie. C'est faire des formations, acculturer et faire comprendre à chacun son rôle et les usages de la data et l'IA. Et souvent, malheureusement, on s'arrête à ça. Voilà. Alors qu'en réalité, et on va descendre ensuite les 3 autres piliers, il y a bien d'autres facettes à prendre en compte si on veut vraiment s'assurer une adoption qui soit optimale. Charlotte, la pédagogie, est-ce que c'est aussi ce à quoi on pense en premier concernant la gouvernance data? Qu'est-ce que tu vois, toi, chez tes clients?
Oui, moi sur ce pilier, je trouve que finalement, c'est quand même celui que je vois le mieux traité parce que finalement, on va assez rapidement se dire, bah, j'ai besoin de faire des formations, de monter tout un programme, du training, etc. Donc, je trouve que c'est assez bien traité. Après, voilà, il faut quand même être assez clair sur quelle est notre cible, dans le sens, est-ce que le but, c'est bah, justement de former tout le monde à un certain niveau sur les sujets data, ce qui est très ambitieux, ou est-ce qu'au contraire, on veut plutôt cibler une certaine population? Donc voilà, il faut quand même bien réfléchir à quel est son existant et sa cible avant de se lancer, mais en général, je trouve quand même que c'est un sujet qui est relativement bien traité, quand même. C'est plein de bon sens que tu viens de dire et c'est intéressant parce que ça paraît évident de se poser la question avant, mais c'est vrai que moi aussi, je vois chez plein de clients, on fait de la pédagogie et on y va en masse, alors que des fois, ça peut être plus intéressant de cranter ou en tout cas de réfléchir plutôt avec une approche persona et du fait avec une priorisation dans les cibles, parce qu'on sait aussi combien ça demande une implication qui est forte de développer ce levier pédagogique. Donc, y aller par step et avoir des premières preuves que ça fonctionne, ça peut être aussi un moyen de lever des budgets, etc. par la suite d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à fait. Eh bien, écoute, je te propose de continuer de manière très concrète. Quelles sont les actions, selon toi, qu'on peut mettre en place côté pédagogie autour de la data gouv? Je crois que tu as un bon exemple d'une mission que tu as réalisée au printemps autour de ces sujets. Oui, tout à fait. Là-dessus, on est en fait chez Printemps. Donc, l'idée, c'était effectivement de mettre en place différents types de rôles sur la data gouvernance. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment procédé par étapes et j'ai commencé par faire des one-to-one avec tous les différents data owners qu'on avait identifiés. Donc, quand je dis data owner, en fait, on est vraiment sur la maille responsable de département, responsable d'équipe, quoi. Et j'ai pris ce temps de faire des one-to-one parce que ça m'a permis de créer en fait un premier lien, une première confiance avec ces personnes-là et de les embarquer parce que ensuite, bah, nécessairement, j'avais besoin d'eux pour aller à la strate suivante. J'avais besoin d'eux ensuite pour identifier des data stewards et aller à la couche en dessous. Et vraiment, ça a été très bénéfique de faire cette étape en fait très individualisée pour en discuter. J'ai trouvé ça hyper bénéfique. Ça prend un petit peu de temps quand on a 15-20 data owners, mais honnêtement, le temps passé pour cette population, il était hyper utile pour les étapes suivantes, quoi. C'est un investissement qui vaut le coup. Voilà, ouais, c'est ça. Et ça, c'est intéressant aussi parce que le côté pédagogie, on pense souvent module de formation, donc une approche Mm, très macro, alors que ouais. comme tu le dis, why not? Mais par contre, de l'avoir en appui, ce côté one-to-one très humain, et ce lien de Mm. confiance que tu crées, c'est aussi un levier pour la suite qui peut être super intéressant. Intéressant ce que dit aussi Fabien en rebond par rapport à ça. Il disait le côté pédagogie, c'est facile de mesurer le nombre de sessions de formation et c'est plus facile de valoriser cet effort. C'est carrément vrai et c'est aussi pour ça en général qu'on y va en premier. Mais c'est aussi peut-être une des manières d'utiliser cette matrice qui peut être intéressante pour vous tous d'ailleurs, c'est que ça vous permet aussi de pouvoir quelque part se positionner et du fait de pouvoir aussi montrer et valoriser et montrer la vision et l'étape d'après vers laquelle vous avez envie d'aller. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté quanti, mais le côté quali, qui est finalement comment dire, l'impact que peut avoir les actions qui sont mises en place, ça peut être aussi intéressant et une façon d'utiliser cette matrice d'une manière différente. Marilyn qui pose la question, qui a identifié les data owners au printemps? Oui, très bonne question. Alors, cette identification, on l'a faite, donc, moi j'accompagne en fait, la personne qui est Head of Data, et donc on l'a faite, ensemble. On s'est posé en fait concrètement, hein, on se pose, on regarde un petit peu l'organigramme, les équipes, les départements existants et on essaye d'identifier en fait nos data owners, qui doivent avoir encore une fois un niveau hiérarchique pertinent par rapport à votre orga. C'est pas quelqu'un du COMEX, un data owner. C'est le niveau en dessous parce vous allez quand même avoir besoin de quelqu'un qui est côté métier, qui a cette connaissance. Donc voilà, c'est pas toujours évident de trouver le bon niveau, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on a procédé. Donc voilà, c'est plutôt côté équipe data qu'on l'a fait et ensuite on est allé les voir
en one-to-one pour leur partager ce qu'on allait faire, leur expliquer, les sensibiliser, voilà. Et puis, Sachant que c'était c'était fait comme sûrement ça. une casquette en plus, j'imagine, hein. Une casquette et pas, enfin, Oui, c'était un rôle et pas pas un poste. On est d'accord. exactement, exactement. C'était des personnes, voilà, qui avaient déjà, par exemple, un rôle effectivement responsable du département marketing. J'ai une autre personne côté commercial. J'ai une personne qui est en charge du contrôle de gestion. Enfin voilà, donc oui, c'est ça, tout à fait. D'où l'intérêt aussi d'aller argumenter pour les embarquer et avoir cette Mm, relation personnelle avec eux. c'est Très ça. bien. Ouais. Je te propose qu'on passe au pilier numéro 2, la communication, qui est souvent un pilier qui est sous-estimé. Alors, d'ailleurs, on pense souvent qu'il faut communiquer après coup. En tout cas, c'est souvent ce que je vois chez mes clients, hein. On attend que tout soit en place et ensuite on en parlera parce qu'on veut surtout pas décevoir. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte comme bonne pratique, ben, c'était que c'était plutôt l'inverse, qu'il valait beaucoup mieux communiquer au fil de l'eau, préparer le terrain, finalement planter toutes ces petites graines qui font qu'ensuite quand la plateforme est prête, quand l'outil de data gouvernance est prêt, eh ben, on a aussi une maturité suffisante de la part des métiers pour être capable d'être onboardé sur le sujet. Mm. Et surtout de comprendre aussi les prérequis, de comprendre que c'est pas simple, de comprendre qu'on est dans une logique d'itération. Enfin voilà, avoir tous ces éléments de contexte. Sinon, il risque justement d'y avoir, s'ils attendent l'effet waouh de la fin, eh ben, ça n'est que le début, hein, quand la plateforme est en place. Donc, Oui. il peut à ce moment-là, au contraire, y avoir un effet déceptif. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a souvent des profils experts tech, patrons de la data, qui sont pas toujours à l'aise avec la com ou avec le marketing, qu'ils peuvent percevoir un peu comme de la survente et avec lequel ils peuvent être pas forcément à l'aise. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une communication qui soit transparente, qui soit humble. Mais qui soit régulière. Et je pense que c'est un petit peu ça et qui leur permet à la fois d'être à l'aise avec la démarche et puis en même temps Mm. de pousser les bons messages. Alors, te concernant, Charlotte, ton constat, quand on a préparé cet échange, c'était qu'il vaut mieux trop communiquer que pas assez sur la data gouv. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. En fait, on a peur enfin, on a peur. On se dit qu'il faut pas commencer trop tôt, etc., parce que le sujet n'est pas sec, et donc on attend énormément. Mais en fait, je trouve que c'est pas la bonne stratégie parce que on est quand même sur des sujets qui sont pas super simples, en tout cas, voilà, à faire comprendre, à rendre accessible, Pas sexy notamment. aussi, hein. Voilà, pas toujours sexy pour des populations métiers. Alors honnêtement, vaut mieux en parler tôt, c'est pas grave. Au moins, vous commencerez à poser des premières briques, à passer des premiers messages, et surtout à désamorcer, en fait, commencer à désamorcer des peurs, des craintes. Ça ouvre un canal de communication avec ces personnes-là qui peuvent commencer à vous faire remonter des questions, du feedback, etc. Et ça vous permet de continuer à affiner vos messages par la suite. Donc moi, je trouve que c'est hyper bénéfique. Et puis en fait, si vous communiquez trop tard, bah, finalement, les gens vont se dire bah, pourquoi on n'en a pas parlé avant. Et enfin, donc en fait, je trouve que c'est pas, on perd un petit peu C'est le plus contrôle risqué. aussi. Ouais, on perd le contrôle parce qu'en fait, ils vont l'apprendre par un autre canal, etc. Donc c'est pas mieux, quoi. Donc honnêtement, moi, je dis communiquer tôt, faut pas hésiter. Et puis après, il y a aussi la communication top-down, à un moment donné, comme tu disais, qui permet de venir officialiser quand c'est le bon moment. Voilà. Mais donc, si on reprend peut-être, si tu veux, Ouais. les rôles dont je parlais sur la couche pédagogie chez Printemps, typiquement, bah, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ces one-to-one, donc j'ai ouvert des canaux de communication en one-to-one. Ensuite, on va faire en fait une communication vraiment officielle top-down, mais au moins les gens sont pas surpris parce que comme je leur en ai déjà parlé lors de mes one-to-one, ça va juste venir remettre une officialisation qui vient d'en haut. Consolider, ouais. On va Légitimer consolider, aussi. voilà. Et ensuite, je ferai des communications plus par domaine et éventuellement sur les cercles en fait que j'ai au niveau des rôles. Là, ensuite, je pourrais continuer plus spécifiquement à renforcer avec des communications plus spécifiques par la suite. Mais du coup, cet ordre-là est assez pertinent finalement en termes de com. Donc ouais, j'ai commencé tôt parce que j'ai commencé sur finalement bah, mes fameux one-to-one où je communique déjà avec eux régulièrement, etc. Donc commencer tôt, c'est bien.
Je trouve ça top. Je trouve ça extrêmement précieux là ce que tu nous partages parce que c'est vraiment un côté méthodique, hein. Pour ceux qui nous écoutaient, là, je pense que c'est vous avez les bonnes étapes, en tout cas ton retour d'expérience avec un ordre dans les actions à mettre en place. Donc, je trouve ça extrêmement précieux. Merci beaucoup, Charlotte. Je te propose qu'on passe à notre troisième pilier, donc le change. Nous, chez Datalogy, on voit le change sous un angle. Alors, ça peut être beaucoup plus riche, mais c'est quand même, on va dire, la bonne pratique dénominateur commun de toutes les entreprises dans lesquelles on a pu intervenir et qui sont les plus matures. C'est toute la partie communauté. C'est l'aspect communautaire, à la fois communauté d'experts data, mais aussi communauté d'utilisateurs lambda, d'acteurs des métiers qui sont utilisateurs potentiels de la donnée. Et avec une idée derrière qui est vraiment de réussir à les animer dans la durée. Sur ce sujet-là en particulier, Charlotte, toi, tu me disais, souvent on sous-estime l'effort long terme qui est nécessaire autour de ces enjeux de communauté. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on le voit trop comme quelque chose qu'on va faire, en fait, peut-être sur 3 mois, 6 mois pour mettre en place et qu'après, ça va vivre tout seul. Bon, mauvaise nouvelle. Ça marche pas comme C'est ça. voilà, Zut. il faut en fait avoir un petit peu un animateur sur le long terme. Parce que il faut faire vivre, il faut alimenter, il faut renforcer le partage des bonnes pratiques entre les membres de la communauté, etc. Et ça demande quand même un minimum d'effort et un petit peu ce rôle de community manager. Je trouve que c'est pas super bien valorisé, alors que c'est un rôle qui est hyper important pour justement instaurer des routines, avoir ce changement de culture sur le long terme. Et en plus, c'est un rôle où on va identifier des nouveaux besoins, des pain points qui vont remonter, etc. Donc, bon, moi, je trouve que c'est un rôle C'est pas hyper accessoire. intéressant, pas accessoire et peut-être qui mériterait d'être un peu plus valorisé. Ouais. Complètement. Nous, d'ailleurs, on intervient beaucoup sur ces sujets de communauté, hein. On anime, par exemple, toutes les communautés data chez du laboratoire Servier, à la fois les communautés data science, data analyse et puis data citizen, donc avec des crans de maturité aussi différents. Et on joue ce rôle de médiateur, évidemment en accord avec les équipes data, puisqu'il faut identifier les sujets qui sont au Oui. service de la stratégie data pour animer la communauté. Mais c'est vrai qu'il faut de la bande passante et c'est un vrai. Enfin, les profils avec lesquels je travaille, c'est vraiment des profils de vrais community managers, hein, sur ce Oui. type d'émission. Donc, c'est vraiment des leviers, des personnes qui ont ce talent pour trouver les leviers d'activation des populations qui sont en face. Mm. Est-ce que tu as un... D'ailleurs, je crois, c'est pas est-ce que tu as, c'est je sais que tu as un retour d'expérience concret à nous partager autour de ces sujets de communauté et dans un contexte en plus un peu complexe parce que international, je crois. Oui, c'est ça. Donc, à titre d'exemple, quand j'intervenais chez Pernod Ricard, en fait, j'étais vraiment dans la cellule centrale, donc à Paris, en tant que Data Governance Manager. Et en fait, j'avais ensuite dans chacune des filiales du groupe des relais en local, voilà, qu'on avait mis en place. Donc, c'était des Data Governance Leaders dans chaque filiale. Et en fait, le but, pour moi, c'était en centrale d'animer cette communauté de data governance leaders, de faire en sorte qu'il y ait un petit peu d'émulation, tu vois, qu'ils se partagent des choses. Et là-dessus, j'avais trouvé un fonctionnement, quelque chose qui marchait bien, c'était d'avoir de l'animation en asynchrone, donc via un channel Teams dédié, voilà, que je venais animer 2 fois par semaine en leur mettant soit une best practice que j'avais constatée sur un pays et que que je partageais à tout le monde, soit parfois partager même des articles, des ressources De externes à l'inspiration, l'organisme, voilà, de des la veille. inspirations que je trouvais intéressantes par rapport à leur sujet du moment. Et après, l'autre forme d'animation, vraiment, bon, bien sûr en vidéo, hein, parce qu'on n'allait pas tous se retrouver tous les mois sur Paris, mais c'était vraiment un format meet-up. Pour le coup, c'était tous les 2 mois, format meet-up, où tout le monde, toute la communauté est invitée. On se partage aussi des choses. Le siège vient présenter parfois des updates sur la feuille de route, ce genre de choses. Et puis surtout, ce que je faisais, c'est que j'amenais en fait un invité externe, tu vois, à l'organisation
pour venir aussi partager leur expérience, des choses qui allaient nous inspirer, qui allaient un petit peu nous faire prendre du recul dans des organisations similaires. Donc typiquement, je te dis, c'était chez Pernod Ricard, j'ai invité la CDO de chez Heineken, par exemple. Bon, bah, ça a super bien fonctionné et puis ça a permis vraiment d'enrichir, de donner un autre point de vue, quoi. Donc ça fonctionne assez bien. Moi, mais je plus sois. Je suis complètement d'accord avec toi. Le fait de faire venir un acteur externe, il n'y a rien de mieux, surtout sur les sujets de gouvernance data, je trouve, parce que je pense à ça, enfin, comme on a aussi ce côté médiateur chez Datalogy voilà, de tout l'écosystème, donc c'est une de nos spécialités d'inviter les uns chez les autres. Ouais. Je pense à la patronne de la gouvernance data du département de la Mayenne qu'on va faire intervenir chez Laboratoire Servier. Alors, toi, tu parlais du même écosystème. Je trouve que c'est aussi Oui. intéressant de faire venir des acteurs d'un écosystème complètement différent. Après, on reste plutôt dans des grandes organisations, mais aussi pour montrer que ça avance partout. Et que sur ces sujets-là, ça avance. Et puis, des fois aussi, c'est des fois un peu compliqué d'ailleurs. C'est génial que tu aies réussi à avoir deux personnes qui sont un petit peu du même écosystème, parce que des fois, c'est aussi un petit peu compliqué pour des histoires enfin, Oui, de ouais, confidentialité. Enfin, voilà, oui, de partage. tout à fait. Ouais. D'ailleurs, Ouais. ce qui peut être un petit peu dommage parfois. Bon, ben super. Donc ça, c'était notre sujet du change avec l'aspect communautaire et puis ta proposition, comme tu disais, d'animation qui est intéressante entre le côté asynchrone et synchrone. Pilier numéro 4 sur lequel on vous propose maintenant d'échanger, c'est celui de l'influence. N'hésitez pas, toujours en cours de route, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, justement, si vous avez des questions, vous avez le chat toujours à disposition pour nous les poser, n'hésitez pas. Alors, l'influence. Quand je parle de l'influence, pour moi, c'est pareil, c'est un pilier souvent qu'on oublie un petit peu. C'est vraiment une histoire de posture et de capacité du Chief Data Officer ou du responsable de la data governance, etc., de réussir à se positionner dans l'organisation, à jouer d'influence, presque de lobbying, de posture en tout cas qui va réussir à faire avancer ces sujets. Et c'est loin d'être anecdotique et c'est souvent même carrément stratégique. En préparant cette masterclass, toi, tu me disais l'influence, c'est un peu la face cachée de la gouvernance. Tu peux nous raconter? Oui, oui, bah, et en fait, c'est ça, c'est ce rôle, en tout cas, voilà, pour le Chief Data Officer, c'est beaucoup de lobbying interne. C'est aller Faut aller boire discuter des des, cafés, quoi. Hein. ouais, les parties prenantes, les convaincre de prioriser ou pas certains sujets, d'investir dans telle ou telle chose. Enfin, voilà, donc, et je trouve que c'est souvent un petit peu oublié. Enfin, en tout cas, je vois Pas beaucoup, naturel. ouais, et je vois beaucoup de CDO en fait qui ont des profils très techniques parce qu'en fait, ils ont été recrutés sur ça, sur ce background très tech, cette connaissance fine de voilà de cette partie technique. Mais en fait, honnêtement, une grosse partie de leur rôle, c'est pas de mettre les mains dans le cambouis, mais c'est plutôt d'aller influencer les différentes parties prenantes. Donc, ouais, je trouve que les CDO souvent ont besoin en fait d'accompagnement sur ce point-là, pour les aider en fait à réussir à aligner, parce que c'est quand même Embarqué, aligné. assez compliqué quand tu dois aligner une DSI, des métiers, le niveau COMEX. Enfin, honnêtement, c'est pas du tout évident, quoi. Et on le voit, hein, le CDO, je ne sais pas si tu sais, tu avais vu l'article passé, quand on a un turnover de 18 mois encore sur le rôle du CDO, donc ça prouve que c'est un peu une position qui n'est pas évidente en fait à maintenir. Clair, clair. Et d'ailleurs, tu avais un petit clin d'œil un peu amusant par rapport à ça. Tu me disais souvent que tes clients sont étonnés quand tu leur présentes ton livrable. Tu nous racontes, elle est marrante cette histoire. Assez Oui, représentative, je pense. en fait, c'est vrai que Ah, il y a un petit micro ouvert quelque part, je pense. ouais, et quand on propose un accompagnement ou etc., c'est toujours la question qu'on va nous poser naturellement. Très bien, et donc quels seront vos livrables? Ben, en fait, c'est pas, voilà, c'est peut-être bizarre, mais en fait, le livrable, en tout cas sur ce point-là vraiment d'influence et d'alignement, ben, c'est un deck de slides, hein. Je vais pas réinventer, faire croire que c'est autre chose. Néanmoins, ben, en fait, ce deck de slides, donc pour moi, c'est ce que j'appelle mon data governance playbook.
en fait, il est hyper important et il est assez difficile à écrire finalement, hein, parce qu'on va écrire la vision, le pourquoi, les bénéfices, le modèle opérationnel. Et en fait, ces éléments-là sont complexes à écrire parce qu'ils demandent d'avoir aligné différentes personnes sur une même vision, sur une même direction. Et donc, c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que quand je dis le livrable, c'est juste un deck de slides, ça fait des fois un peu bizarre, quoi, tu vois. Mais ça montre aussi parfois le manque de prise en compte de l'enjeu stratégique de la manière dont on présente l'histoire. Et c'est vrai que chez Datalogy, nous, je pense que c'est une des missions qu'on réalise le plus souvent, c'est celle de faire le pitch de l'équipe data. C'est d'écrire les 5 à 10 slides qui vont faire le pitch de l'équipe data en fonction de l'audience qu'on va avoir en face. Oui, Et c'est ça aussi. ouais. Ouais. Et que ce soit pas auto-centré, pas écrit en fonction, parce que c'est vraiment le réflexe très naturel qu'on a quand on décide là, par exemple, je travaille pour différents clients, on m'a dit j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec les membres du COMEX pour leur présenter ce qu'on fait. On commence par jeu et on commence par nous. Alors que non, ça doit être marketé, donc écrit en fonction de l'audience qu'on va avoir en face avec des slides, certes, mais surtout avec un storytelling qui n'est pas les slides, qui n'a rien à voir avec les slides, qui va être une manière et un ordre dans la façon de raconter l'histoire qui va être au service de l'enjeu et de la finalité de votre présentation. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir qui est très spécifique et qui est vraiment une expertise en termes de com, de storytelling, de marketing qui est particulier et qui fait partie qui ne fait pas forcément toujours naturellement partie des expertises des Chief Data Officers. D'ailleurs, c'est pour ça que Datalogy marche aussi bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe. Nous, on n'a aucune expertise sur le fond, évidemment sur le fond de la stratégie. Par contre, sur la manière et la façon de le raconter qui va lui donner un impact, évidemment, qui sera complètement différent. Bon, on a fait le tour de nos 4 piliers. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse le focus sur 2 cases de cette matrice. La première étant la case A1. On a l'impression qu'on joue à toucher-couler. Là, c'est un peu la bataille navale. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment le cas concret de base. Donc, dans ce niveau 1 de la pédagogie, vous avez la vision, vous avez la roadmap. Mais en face, il n'y a pas forcément un rejet, mais en tout cas, il n'y a pas d'adhésion. Et là, il va s'agir de travailler sur la prise de conscience. J'ai une petite question pour toi, Charlotte, pour te faire rebondir sur cette case-là. Est-ce que tu aurais un signal faible à partager qu'on peut avoir à cette étape et qu'on peut avoir tendance à laisser passer? Oui. En fait, ce que j'ai Oui, ça tombe constaté, bien. ouais, Profitons-en. c'est en fait, on va vraiment, souvent on est en mode projet, tu vois, tu as listé un petit peu tes cas d'usage, tu les as priorisés et donc tu essayes, sur la base de cette roadmap et de cette priorisation, de dérouler en fait, d'être dans le delivery de ce qui a été convenu et attendu. Et du coup, on fait peut-être un peu la sourde oreille, tu vois, sur des petits irritants qui peuvent remonter, genre j'ai pas accès à tel tableau de bord, ce genre de choses. Et en fait, ça, il faut montrer qu'on le prend en compte en fait et qu'on va accéder aussi à ces petites. Je dis petites parce que c'est souvent des plus petits sujets que le gros projet qu'on est en train de livrer. Bien sûr. Mais il faut montrer qu'on le prend en compte aussi parce que sinon, en fait, on va faire la sourde oreille, etc. Et puis ensuite, plus tard, quand on va revenir sur des sujets de fond, de gouvernance, du genre, faut alimenter le data catalogue, quoi, on va avoir un peu de mal parce que les gens, ils vont nous dire, bah oui, mais bon, moi, ça fait 3 mois que je vous réclame d'accéder à telle data ou à tel tableau de bord, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est intéressant, hein. Être à l'écoute de ces petits irritants. C'est vrai que j'imagine qu'on a soit en tête, comme tu dis, le gros projet, on a la big picture, Mm. mais comme on va tellement avoir besoin de les impliquer par la suite, voilà, prendre en compte ces petits irritants pour ensuite, quand on va leur tendre la perche, s'assurer qu'ils y répondent. C'est vrai que ça peut être sacrément intéressant. C'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, hein, ouvrir ces canaux de communication qui vont permettre Ouais. d'identifier les freins et les leviers. Ouais. Nous, ça fait vraiment partie aussi de nos convictions chez Datalogy. On fait pas mal de missions dans une approche, on appelle la boucle, avec une partie immersion.
Et c'est vrai que dans cette partie immersion, il y a vraiment ce côté à la fois quali et quanti, des échanges quali et quanti pour aller identifier les freins psychologiques qui peuvent être de différents types et les leviers psychologiques qui seront plutôt les angles par lesquels on va pouvoir travailler ce type de population pour réussir à les faire bouger. On a des populations qui sont très sensibles à il faut que ça vienne d'en haut. Il y a celles qui sont très sensibles à les autres, ils l'ont fait, pourquoi pas toi? Il y a d'autres populations qui ont besoin de comprendre. Il y a d'autres populations, enfin voilà, de comprendre les leviers psychologiques sur lesquels on va pouvoir jouer ensuite. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de la haute couture, mais au moins, si on a ce travail par grand persona, avec les freins pour tel persona et les leviers, etc., ça permet en tout cas déjà d'avoir ensuite dans la prise de parole un impact qui a beaucoup plus de chances de résonner de manière pertinente et juste. Et je pense que raisonner, c'est le bon mot dans tous les sens du terme et dans raisonner et raisonner pour réussir à embarquer. Super, merci Charlotte pour ce petit focus sur la case A1. Et deuxième case que je te propose de commenter, c'est la case B3. C'est la fameuse case d'un mot que je passe mon temps à entendre chez tous les clients en ce moment. Je n'entends parler que de marketplace de la data, data marketplace, data product. Et du fait, je me dis, OK, super, on parle de tout ça, mais j'en entends très peu parler de data marketing. Parce que si on a des produits data qui existent, eh ben, il va falloir aussi penser le marketing qui va avec. Si on est dans l'industrialisation, de la mise sur étagère de ces produits, eh ben, il faut qu'il y ait le kit marketing qui va bien avec. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout. C'est devenu une de nos spécialités du fait chez Datalogy, mais c'est vrai que ça ne fait pas forcément partie du réflexe que peuvent avoir aujourd'hui les Chief Data Officers. Côté gouvernance data, toi aussi, tu vois cette question du marketing produit? Ouais, hyper intéressant ce point-là. Tu vois, ça te montre qu'en fait, tu peux pas dissocier l'outil et le besoin. Parce que, voilà, oui, comme tu dis, les choses peuvent être l'outil, les produits peuvent être là, mais en fait, si en face, on n'a pas, ça répond pas à un besoin et qu'on l'a pas fait cette connexion et un petit peu ce marketing autour, c'est compliqué. Et c'est vrai que en plus, enfin, tu sais, on a beaucoup vu, on disait beaucoup, oui, l'outil, ça vient à la fin. Je trouve qu'on a beaucoup eu ce Oui, discours de se dire, voilà, c'est d'abord les besoins, d'abord les rôles, d'abord les process, et l'outil, on verra bien plus tard. Moi, j'en suis un peu revenue de ça. Je trouve qu'aujourd'hui, le plus malin, en tout cas, c'est vraiment plutôt de lier les deux. C'est-à-dire que j'identifie les besoins. Je fais, comme je disais, par exemple, un mapping des rôles avec mes one-to-one, etc. Et en fait, assez vite, je vais dans l'opérationnalisation avec un outil. Typiquement, mes data stewards, en fait, je leur fais un premier onboarding, j'explique, je démonte la valeur, etc. Mais en fait, la next step, très vite, c'est de leur donner, moi, ce que j'appelle un toolkit, où en fait, je vais leur dire, OK, bah, concrètement, demain, les tâches que vous faisiez auparavant, soit dans un Excel, soit les choses étaient dans votre tête, soit à l'oral, bah, demain, ça va être un petit peu plus structuré, vous aurez des outils pour le faire. Et en fait, aller assez vite vers ça, ça rend concret, ça leur met la main dans quelque chose et en fait, ouais, je trouve que ça concrétise beaucoup plus sur des tâches, les attendus. Donc vraiment, moi, j'essaie plus de faire cette connexion en fait entre des rôles, des process et en fait comment concrètement ça va se matérialiser dans l'outil. Et du coup, ça me permet d'avoir un petit peu comme on voit sur la case, hein, optimiser l'adoption parce que du coup, je l'ai pris très tôt. L'outil a été embarqué suffisamment tôt dans tout ça, quoi. surtout le verbaliser, cette connexion entre démontrer la réponse, comme tu disais, aux besoins que ça peut être. De notre côté, on va dire les kits marketing qu'on propose, tu vois, ça va être un one-pager, par exemple, qui va présenter le produit Ouais. data. Pas un one-pager projet, qui en général est totalement incompréhensible pour quelqu'un des métiers, mais vraiment un one-pager, voire
une petite vidéo d'une minute qui va présenter de manière argumentée, simple et sympa et marketer le produit. Et je pense que l'autre bonne pratique aussi, c'est que tous ces petits kits, déjà, qui est vraiment ce côté rigoureux, qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il y a toujours le kit et toujours le même kit qui sort, parce que l'objectif derrière ça, c'est de créer un réflexe pour moi. C'est-à-dire que les métiers sachent qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui va sortir, il y a le kit qui va avec et surtout qu'ils sachent où le trouver. Donc, l'autre bonne pratique, c'est d'avoir tous ces kits au même endroit. Donc, ça aussi, c'est une des choses qu'on fait beaucoup, nous, c'est des SharePoint. Une page SharePoint très simple, mais sympa graphiquement, etc., avec des rubriques assez claires et sur lesquelles tous les kits marketing de chaque produit vont se retrouver et être rassemblés, ce qui permet qu'à chaque fois qu'un nouveau produit est lancé, voilà, les métiers n'ont même plus la question à poser de il est où le kit? Voilà. On sait de quoi il est composé, on sait où est-ce qu'il est. Et c'est vraiment ce que, par contre, c'est vrai qu'il faut de la rigueur pour les produire au fil de l'eau et pas en sauter, parce qu'après, il y a une attente de de la part des métiers, une fois qu'ils se sont bien Ouais, habitués. et pour un petit peu les animer dans le temps, en fait, ces kits, tu vois, c'est encore une fois sur ce truc un Complètement. peu plus de long terme d'animation, le mettre à jour avec les feedbacks, le partager aux bonnes personnes, le remettre en avant régulièrement, ça fait partie un petit peu de ce qu'on disait sur la partie aussi animation, quoi. Sinon, il y a un effort qui est fait sur la production et puis ça reste joliment dans un SharePoint Ouais, où personne ne va. Complètement c'est ça. d'accord. C'est là où je trouve aussi où c'est pas mal d'avoir un seul endroit où tu as tout, parce que Mm. tu évites ce Ouais. côté dilution de l'information et que finalement, même quand tu communiques sur d'autres canaux, que ça renvoie toujours vers ce SharePoint, ça Mm. peut être un moyen de créer ce réflexe voilà, et d'éviter de diluer la communication sur différents canaux. Top. Eh ben, écoute, on a terminé notre tour sur cette matrice. En rebond aussi, cette matrice, trois manières dont elle est utilisée par nos clients, parce que je trouve c'est toujours assez inspirant. Nous, on a créé cette démarche, mais de voir comment est-ce que nos clients s'en servent. Il y en a certains qui s'en servent pour faire un état des lieux. Déjà, évidemment, se positionner, se questionner en se disant, on est plutôt dans quelle case, à quelle étape. Ça peut être aussi très très intéressant. Il y en a certains qui l'ont fait, qui prennent la matrice et qui vont voir les directeurs opérationnels, justement leurs interfaces métiers, en leur disant, selon vous, votre direction, elle est plutôt à quelle étape de maturité? Donc ça, c'est hyper intéressant aussi parce que ça amène les parties prenantes à se questionner sur leur propre maturité. Évidemment, il y a souvent des décalages entre la vision que vous avez de leur maturité et celle qu'ils ont de la leur. Donc ça crée une discussion. Ça peut être un outil aussi pour créer une discussion autour de bonnes pratiques ou en tout cas de ce qui se passe dans l'écosystème aujourd'hui. Deuxième usage qui peut être intéressant, poser une feuille de route, forcément, puisque une fois qu'on a identifié dans quelle case on est et qu'on se rend compte quelle est la case d'après, identifier les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour aller dans la case suivante, c'est plus facile. Évidemment, comptez sur nous pour vous aider là-dessus. Et puis, d'ailleurs, ça permet aussi de présenter ça ensuite à un codier ou à un COMEX pour aller récupérer du budget, parce que ça, on peut lui donner une vision un peu plus claire grâce à cette matrice de là où on est et de là où on a envie d'aller. Et puis, troisième outil, piloter la transformation dans le temps. C'est une photographie à un instant T, votre position dans la matrice, mais refaire le point dans un an et se dire, est-ce qu'on a changé de case finalement en un an grâce à ce qu'on a mis en place? Forcément, ça permet aussi de piloter avec un angle un peu plus quali, on est d'accord, mais qui est aussi tout aussi intéressant et riche dans l'approche. Voilà un petit peu les manières dont nos clients se servent de cette matrice. On arrive tout doucement à la fin de cette masterclass. On a quelques petites propositions indécentes à faire à nos amis qui nous suivent aujourd'hui, hein, Charlotte. Toi, alors, de notre côté, petit café stratégique, si vous avez évidemment envie de parler de cette matrice et voir où est-ce que vous pensez vous positionner, etc. Et puis voir si on peut vous proposer des petites actions quick win. On a d'ailleurs un petit questionnaire de positionnement qui se trouve là, qui est dans la présentation, mais qui se trouve tout simplement sur notre site internet datalogy-agency.com avec 40 questions, 10 par chacun des 4 piliers. Et qui vous permettra de vous positionner du fait et de savoir aussi à quelle étape vous êtes sur chacun de ces sujets. Je vous remettrai tout à l'heure le lien dans le chat de notre site internet. Et puis toi aussi, je crois que tu as une ressource à partager, Charlotte.
Oui, bah alors moi, c'est un petit peu plus du coup, comme d'habitude, hein, sur les sujets data governance. J'écris depuis un peu plus d'un an maintenant une newsletter, voilà, qui est complètement gratuite, hein, et puis me permet de partager des petits tips, quelques bonnes idées. Donc, je vous mets le lien aussi. N'hésitez pas à aller Ça faire un donne tour. envie hein, quand on voit notre échange. Moi, je pense que Hop. voilà, c'est une vraie bonne pratique d'aller s'inscrire. En plus, tu es sympa, tu es partageuse, Ouais. ce qui est plutôt chouette. Est-ce que vous avez des questions, chers amis qui nous suivez? C'est le moment, si vous avez envie de rebondir, de commenter, n'hésitez pas. Tiens, on avait un commentaire. Si l'outil est pris au début, ça indique une maturité déjà bien définie. Sinon, la maturité côté data et gouvernance est basse. C'est garanti de prendre un outil ne faisant pas d'effort sur le change management, la formation et la communication, car tout le monde le sait, un outil acheté change tout seul, bien sûr. Of course. Oui. Est-ce que... Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord avec la nuance. Quand je disais le prendre plus tôt, je voulais pas non plus dire dès la première, pas dès le début, mais en tout cas, En tout cas, pas à la peut-être, fin, pas attendre la fin et ouais, que... pas à la toute fin, plutôt mi-parcours, voilà, c'est pas mal. Et oui, nous avons la matrice en anglais avec grand plaisir pour te la faire parvenir. N'hésite pas. De toute façon, on a ton mail. Par contre, je veux bien que tu me remettes ton nom, ton prénom dans le chat parce que KM, qu'on puisse facilement ou ton mail directement. Et on te l'enverra en anglais avec plaisir. Il y a Alexandre qui nous demande est-ce que vous avez des tips pour embarquer les équipes data techniques IT vs équipe data métier autour de ces sujets. Ah, moi j'en ai une petite. Après, je te laisse. Mhm. Tu avais de l'inspiration, non? Non, non, vas-y, Ouais. je réfléchis. Nous, on a un petit outil qui sert à la fois au métier et à la fois aux équipes tech. C'est un jeu de la gouvernance data qu'on a fait, qui est un jeu de 15 cartes, complètement customisé sur mesure en fonction de chacun de nos clients, hein. On l'a fait déjà pour plusieurs clients, composé de trois catégories de cartes. Des cartes situation. En gros, ça raconte les étapes d'un projet data, mais de manière très concrète, hein. Storytelling, comme une histoire qu'on raconte en plusieurs étapes. Une deuxième avec les rôles dans l'organisation, vachement utile. Et troisième, les règles de gouvernance. Et donc, on mélange Mm. toutes les cartes. Et en fait, l'équipe, la petite team, alors ça marche bien avec des groupes de 5 personnes, doit réussir à mettre les cartes dans le bon ordre. Dans l'ordre chronologique, les étapes, les rôles qui y sont associés et les règles de bonne pratique aux bons endroits. Et alors c'est très simple, très bon sens, mais très utile et très utile à la fois pour les équipes tech et à la fois pour les équipes métiers. Et toi, Charlotte, qu'est-ce que tu as? Ah ouais, mais j'adore cette idée de jeu là un peu. Ouais, c'est très sympa. Bah, moi, j'allais dire effectivement en fait de prendre ces deux populations qui sont différentes, du coup, de les adresser différemment. Pour le coup, moi, les équipes data technique IT, en fait, justement pour revenir sur le sujet de l'outil, bah, c'est plus ça qui va leur parler. Donc rapidement, en fait, je trouve plus facile de leur parler outillage, de prendre en compte leur avis, etc. Et donc de les impliquer assez tôt sur cette démarche-là. Ça me permet, en fait, encore une fois, hein, d'avoir leur adoption, de montrer que je prends en compte leurs besoins. Et c'est pas que, en fait, un data catalogue. C'est pas que les équipes métiers qui vont l'utiliser demain. C'est aussi des équipes beaucoup plus techniques qui ont des besoins assez différents, d'avoir peut-être une visibilité plus fine sur du lignage, sur les tables, les colonnes, etc. Donc en fait, moi, je les embarque plutôt là-dessus et ça fonctionne assez bien parce que c'est voilà, c'est des équipes Ils aiment bien les qui aiment outils. bien mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc Donc, c'est plutôt ouais. miser sur l'outil assez rapidement, en fait. Oui, enfin, en tout cas, aller prendre en compte leurs besoins sur ces sujets-là, plutôt parler de ça, ou sur de la data quality, enfin, en tout cas, voilà, aller parler de sujets qui peuvent les intéresser et leur faire découvrir des nouvelles bonnes pratiques ou des nouveaux outils. C'est une population qui est assez réceptive, donc souvent, j'accroche par ce biais-là, quoi. Très bien. Il y a Zvetina qui lève la main. Tu voulais dire quelque chose, Zvetina? Comment tu vas Oui, déjà? bonjour. Très bien, Ça va? Et merci ben, je la beaucoup. connais, Zettina, dis donc. Bah oui. Qui ne connaît pas Zvetina? Encore une femme dans la data.
Dis-nous. Juste rapidement, une petite question. C'est plus facile de le dire à l'oral pour juste expliquer un peu le contexte, mais je me suis dit, moi j'ai plutôt une difficulté l'inverse, de dire on se focalise trop sur l'outil, comment mettre un peu le frein, de ne pas trop se focaliser sur l'outil parce que c'est pas vraiment la solution, on connaît tous. C'est plus de les sensibiliser, mettre en place, c'est ce que tu disais Charlotte, une organisation, des responsabilités, de bien identifier. Voilà, qui fait quoi. J'ai un cas concret. On veut tout de suite installer un master data management comme solution parce que voilà, on n'a pas vraiment des règles précises, plus pour l'équipe technique, mais il n'y a rien d'autre comme base autour de la data governance. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais? Comment sensibiliser un peu plus l'équipe de freiner un petit peu cette initiative, de dire tout de suite, on va chercher une solution sur étagère pour faciliter notre vie d'aujourd'hui, parce qu'on bloque aujourd'hui, en fait, euh, et de dire, mais on prend un petit peu plus de recul quand on sait que la data governance peut prendre du temps, en fait, à mettre en place, et on n'a juste pas envie d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, se former, d'expliquer, sensibiliser, quand on a toujours des problèmes avec nos données master données. Quand Et tu encore une parles fois, merci d'outils, beaucoup pour le partage, super intéressant. avec plaisir. Quand tu parles d'outils, tu parles d'outils de data Master catalogue, data hein? management. Ouais, ok. Ouais. Plutôt en fait, pas vraiment data catalogue, c'est plus un besoin très très spécifique sur les données master euh, qui fait partie un peu d'une démarche de data governance qui montre un peu la maturité. Est-ce qu'on l'a, on l'a pas? C'est vraiment quelque chose de très précis, très spécifique, mais qui doit s'intégrer dans une démarche plus globale d'adoption, pardon, voilà, d'une culture data et IA. Mais Qu'est-ce que tu en dis quoi, Charlotte? voilà. Ouais, en fait, ce qui est, moi, ce que peut-être je trouve utile, c'est de faire sentir que, en fait, ces outils-là, s'ils sont là demain, tu vois, tu peux dire, mais en fait, qui va le remplir, ce catalogue? Qui va le maintenir au quotidien? S'il y a, je sais pas, oui, une modification à faire sur un business term, qui le fait? En fait, et tu vas dire, bah, en fait, pour l'instant, on ne sait pas répondre. C'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas préparé encore avec des rôles, des process, un modèle opérationnel. Si on ne sait pas répondre à ces questions-là, ça veut dire qu'on n'est pas prêt pour l'outil, quoi, tu vois. Peut-être que tu peux un petit peu freiner en disant, mais concrètement, si l'outil il est là, Prérequis. ouais, on voit bien qu'on n'a pas les prérequis parce que si l'outil est là demain, on n'a pas identifié encore les bonnes personnes et les bons process pour l'intégrer à notre paysage, quoi. Mais, Ouais. mais c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que ouais, il y a des gens qui vont très vite vers l'outil. Donc, c'est une façon de raconter la chose. Comme tu dis, rappeler les prérequis avant de foncer. Super. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, Merci. merci à toi, Zvetina. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, c'est encore le moment. Vous pouvez même allumer votre caméra, nous faire un petit coucou. Ce sera encore plus sympa avec plaisir. Et puis sinon, on va Ah s'arrêter tout oui, il y doucement avait là. des questions. Ouais, alors oui, je parle surtout de data catalogue. Après, il y a aussi des outils sur tout ce qui est data quality. Mais en gros, c'est les deux gros sujets, hein. Catalogue et quality, effectivement, pour répondre. Je trouve que les data catalogues sont plutôt moches et ne donnent pas du tout envie aux users de les utiliser. Il y a des nouvelles générations d'outils, Je j'ai suis pas l'impression tout à fait d'accord. Je ouais, qu'on trouve l'air. il y a des nouveaux outils un peu plus Euh, sympas que et du coup, quel les... après-midi? C'est 16, Ah, 17 heures. attends, Oui. Ouais. Même nous, notre Non, c'est moi qui ai point mis ce commentaire. data management, c'est de C'est vrai que 11h30 à 12h30. pardon. ah, Voilà, je j'ai trouve arrêté le micro de. qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je suis vraiment très marketing, parce que je travaille dans des équipes marketing. Et donner un data catalogue à des users marketing, pour moi, c'est Ah oui. hors de question aujourd'hui, tellement c'est loin de. On parlait de marketing et de faire envie. Aujourd'hui, ce serait plus un frein. Je pense que déjà le mot data, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire passer. Mais montrer un data catalogue, en tout cas celui qu'on utilise chez nous, waouh, il
il faut s'accrocher, quoi. Donc, je trouve qu'on est Ouais. hyper loin du truc un peu sexy qui donne envie à tout le monde de s'immerger et de faire en sorte que la data, c'est quelque chose de simple, facile et ça redonne une image de geek et de choses un peu réservées à une certaine population, je trouve. Ouais, On a peut-être pris le don, hein. Ouais, non, je vous invite à regarder les nouvelles solutions parce que moi, je suis en train de faire un appel d'offres et sur ce sujet. Et justement, en fait, l'idée là sur les nouvelles générations de catalogues, c'est vraiment de pas aller en fait justement dans un outil avec un URL bien défini. C'est des outils en fait qui ont souvent des extensions web et donc qui vont directement apparaître, par exemple, dans votre outil de BI. Donc vous aurez peut-être une petite bulle qui apparaîtra sur le terme métier avec la petite définition qui, elle, est issue du data catalogue, mais du coup qui apparaît directement dans l'outil métier sans forcément devoir aller se rendre dans une autre interface de catalogue qui n'est pas hyper jolie, quoi. Donc C'est vrai que voilà. l'UX est vraiment de plus en plus travaillé sur ce type Ouais, d'outils. je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré. Pareil, les intégrations avec tout ce qui est Teams, Slack, pour poser des questions directement à ce catalogue sans forcément aller dans le catalogue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment être dans des outils métiers existants en fait. Et voilà. Sans citer d'outils, je pense à Data Galaxy par exemple, qui Ouais. a l'air en tout cas de vraiment défendre. Enfin, j'ai aucun C'est pourtant intérêt de celui lancer qu'on ma c'est pourtant histoire, celui mais qu'on a, hein. C'est pourtant celui qu'on a. ah oui, ah ouais. Ah oui, mais Et qui défend beaucoup ce côté UX et voilà, capacité à embarquer. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des populations qu'on a en face, c'est clair. Merci en tout cas, Marie-Hélène, pour ta question. merci beaucoup hein, pour Merci. cette masterclass très, très, très intéressante. Trop chouette. Et ben moi, je fais un énorme merci à Charlotte. Merci Charlotte. Merci beaucoup Florence pour l'invitation. On reste connectés de près en tout cas. Et puis, et puis au plaisir de te recroiser. À très bientôt à tous. Et puis on vous enverra aussi la masterclass. Et puis si vous avez envie d'un petit café, vous savez où nous trouver avec grand plaisir. Merci en tout cas à tous pour votre participation. À bientôt. Merci. Bye bye. À bientôt.